Manger pour vivre et non pas vivre pour manger, la célèbre formule de Molière reste plus que jamais d'actualité à l'heure où, comme la presse, la musique, le cinéma, les taxis sont en train de se faire ubériser, la cuisine aussi pourrait l'être. La food tech est un phénomène qui aujourd'hui devient à la mode. Beaucoup de start-up en France, plus de 500. La France qui est évidemment le pays de la gastronomie, ou l'un des meilleurs pays, le meilleur pays du monde bien sûr de la gastronomie. Et donc, pour en parler, je pense que partir du cas français et regarder les enjeux de l'alimentation mondiale vont nous permettre peut-être de comprendre mieux les enjeux de l'alimentation du futur à l'approche du Salon de l'Agriculture 2020. Pour en parler, nous avons avec nous un start-upper, Anthony Bourbon, qui est le fondateur de Feed. Bonjour. Bonjour. Julien Dumas, le chef du Lucas Carton, le célèbre restaurant de la Madeleine. Bonjour. Bonjour. Et Aitor Alfonso, qui est chroniqueur gastronomique, donc un collègue journaliste aussi, qui goûte tous ces produits et qui pourra nous en parler. Alors, peut-être première question aux uns et aux autres. La cuisine, effectivement, aujourd'hui, je l'ai dit, est en train peut-être de connaître une transition, une transformation, comme tous les grands secteurs finalement économiques. Ce n'est pas que l'économie, la cuisine, c'est également un élément de la culture, de la tradition, mais c'est également, on le voit bien, il y a un lien avec l'agriculture, l'alimentation, la restauration. C'est un acte de tous les jours et la cuisine est-elle en train de se faire ubériser ? Comment est-ce qu'on pourrait réagir à cette proposition de formule, peut-être les uns les autres? Anthony, peut-être pour commencer, ou est-ce que c'est comme ça que vous voyez, peut-être en nous présentant Feed, l'évolution de la cuisine? Il faut transformer l'acte de manger. Ubériser, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que je pense qu'il ne faut pas opposer l'innovation et les traditions. Au contraire, plutôt réussir à les associer d'une manière intelligente pour qu'on ait une solution globale qui soit plus cohérente in fine. Tous les grands secteurs ou tous les grands acteurs des secteurs qui n'ont pas su évoluer sont morts. Il y a plein d'exemples, on peut en faire une liste de 50 très rapidement, mais il y a Kodak dans la photo argentique qui n'a pas su aller vers le numérique. Thomas Cook avec les voyages, BlackBerry avec les téléphones. Donc je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément opposer l'innovation et les traditions, mais plutôt trouver des solutions intelligentes. Pour donner une définition ou une description peut-être de Feed, ce qu'on fait, c'est une food tech qui a été lancée en janvier 2017 et qui propose des repas complets dans des formats pratiques adaptés aux personnes actives, donc sous forme de barres, de bouteilles, de poudre à mélanger dans un shaker. Et l'objectif, c'est évidemment pas de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle, mais plutôt d'offrir une alternative sur certains moments donnés où vous êtes pressé, vous allez sauter le repas, vous allez faire un fast-food. Et là, Feed va vous permettre de vous concentrer sur quelque chose qui est plus important. À aucun moment, l'objectif, c'est de remettre en cause le moment social qu'est la food. On est nous-mêmes des amoureux de la food chez Feed et on se fait des bons restos. Simplement, il y a des moments où le plaisir n'est pas là. Quand vous mangez un sandwich triangle, quand vous allez dans un fast-food, je vois pas l'intérêt en fait, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue équilibre nutritionnel ou même organoleptique. Et Feed s'intègre parfaitement dans le quotidien des Français puisqu'on vend des millions de repas chaque mois et ça démontre bien qu'il y a un besoin, même dans le pays de la gastronomie. Alors, est-ce que simplement, il n'y a pas une tendance aussi à encourager les gens à se retrouver effectivement non plus dans cette logique de convivialité, mais être dans la productivité, à être au bureau? Est-ce que on n'a pas un risque finalement avec ce type de développement dont je comprends bien l'aspect nutritionnel d'apporter un repas équilibré, à encourager quelque chose un peu de la même façon que les écrans nous ont aujourd'hui un petit peu lobotomisés? Comment est-ce qu'on peut éduquer aussi les gens par rapport, on peut peut-être, un sujet d'éducation et alimentation peut-être vont ensemble. Feed est un outil et pas une cause. C'est comme les écrans. Vous pouvez pas lutter contre l'évolution. Il y en a. Feed, on n'est pas là pour prendre la responsabilité des changements de mentalité ou du changement de l'époque. On est juste là pour répondre à un besoin immédiat. À savoir que Feed ne pousse pas les gens à travailler plus. C'est quelque chose qui nous est souvent reproché. Mais en réalité, quand on fait des études auprès de nos consommateurs, parce qu'on a des millions de feedbacks chaque mois, avec des algorithmes qui traitent tout ça, ce qui en ressort, c'est que les gens vont plus au sport, ils se promènent plus, ils regardent du Netflix entre midi et deux, ils écoutent de la musique, et plutôt que de passer 20 minutes à faire la queue à la boulangerie ou au fast-food, mais ils préfèrent se reposer, faire une activité qui les intéresse vraiment. Donc les gens ne mangent pas du feed pour travailler plus ou pour être des esclaves modernes, mais simplement pour s'adonner à leur passion, et ce qui leur permet de se détendre plus qu'autre chose. Alors peut-être les uns les autres réagissons à cette première
proposition. Est-ce que c'est perdre du temps ou en tout cas, on voit bien effectivement la tendance, les gens qui travaillent ont tendance à vouloir rentrer chez eux rapidement, donc être efficace dans la journée et à manger en 5 minutes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît une tendance durable de l'évolution de la société, enfin des grandes sociétés les uns les autres? Moi, je pense que ça peut faire partie d'une des solutions, effectivement. Après, je suis pas, moi, dans on va dire, dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on peut manger sainement au bureau, par exemple, parce que si on n'a pas le temps, il y a des startups aussi qui se sont lancées. Je veux dire, des chefs qui préparent des plats froids directement livrés au bureau. Donc, les gens ont juste à manger et puis aussi à profiter devant peut-être même juste un film, parce qu'en fait, s'ils ont une pause, ils prennent quelque chose de solide avec de la texture. La mâchoire, pour moi, mâcher est très important. Donc, oui, c'est ça. Est-ce qu'on risque pas de perdre quand même ce qui a fait l'origine de l'humain? C'est-à-dire là, il y a quand même tout un tas de mouvements anti-bouffe, on va dire, anti-viande, donc qui pourraient conduire à ce qu'on se transforme même physiologiquement du fait de ces nouvelles. Je ne sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment anti-bouffe. Je pense pas, parce que je pense qu'il y a. Non, je ne prenais pas que feed, je prenais les habitudes des gens qui je pense que franchement, aujourd'hui, ça peut faire partie d'une des solutions. Il n'y a aucun problème. Mais c'est il y a aussi, vraiment, j'insiste dessus, c'est qu'il y a une start-up qui s'est lancée, qui suscite des chefs avec un savoir-faire. Ils font des plateaux repas froids avec des choix différents, végétariens, poissons, viande et légumes aussi. Donc, et ça, c'est préparé le matin, livré au bureau et tout va bien. Quand je veux dire, les gens ont du coup ces nutriments à base de légumes. Et puis en plus, c'est des gens qui sont un peu aussi responsables, susceptibles ils sont très sensibles aux sujets environnementaux. Bien donc sûr. voilà. Ouais. Du coup, il y a des nutriments, il y a tout ça, c'est intéressant, quoi. Ça aussi, ça fait partie des développements de l'avenir, je pense. On reparlera après du rôle des chefs et puis de la qualité environnementale. Peut-être, Aitor Alfonso, votre réaction sur ces Oui, non, effectivement, ça peut être une partie de la solution, un aspect. Enfin, moi, je crois qu'aujourd'hui, le temps consacré ou la modalité consacrée à l'alimentation est à géométrie très variable. Surtout chez les gens de moins de 50 ans actifs. C'est-à-dire, les gens de ma génération peuvent parfois aller se faire un très bon resto un soir, le lendemain midi manger sur le pouce très vite, sauter un repas, aller à un resto le soir. Donc je crois que dans cette... Donc le modèle traditionnel, petit déjeuner, dîner, avec cette idée de s'asseoir devant une table et de manger, quelque chose qui est en train de sinon de se faire ubériser, en tout cas d'être un petit peu adapté au monde. Sans aucun doute. Maintenant, c'est encore une fois la géométrie variable, c'est-à-dire ça n'empêche pas de passer 2h30 devant à table avec des copains le soir et boire du vin, et le lendemain au boulot de manger quelque chose sur le pouce. Et sans doute que Feed trouve sa place là-dedans. Après, effectivement, ça ne peut pas être toute la solution. Je crois qu'en fait, il me semble que quand même ça interroge le rapport au temps, c'est-à-dire le rapport au temps dans notre société, le rapport qu'on engage dans un moment social qui en fait... Comment dire, manger, ça peut aussi être très relaxant, très heureux, très joyeux, et c'est aussi un temps en soi. C'est pas juste du temps perdu que celui de manger. Pas toujours. Bien sûr. Alors, ce qu'on voit aussi, peut-être pour continuer sur le sujet avec Anthony, il y a Feed, mais il y a plein de startups, je le disais, environ 500, alors qui sont dans plein de domaines. Il y en a qui sont dans la production, il y en a qui sont plutôt dans les services. Cet écosystème de la food tech, vous avez l'impression d'en faire partie. Comment est-ce que vous le voyez évoluer ? Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu votre... La food tech, pour ceux qui n'ont pas la maîtrise du mot, c'est un anglicisme un peu compliqué. C'est toutes les startups qui essaient de faire évoluer la nutrition, la food d'une manière globale, par le digital, par le numérique, par de nouveaux modes de pensée. Ça peut être effectivement du delivery, ça peut être du produit pur, ça peut être de la vraie science tech où on va aller essayer de recréer de la viande sans viande ou du lait sans lait. Des nouvelles molécules. Ouais. Voilà, et c'est hyper intéressant. Et à titre personnel, moi j'investis beaucoup dans des startups qui s'intéressent à ces sujets, non pas parce que je pense qu'il faut tout changer, tout modifier, mais parce que les solutions viendront de multiples startups. C'est pas une startup qui va réinventer la nutrition, c'est pas un acteur qui va tout modifier. Il va falloir plein de possibilités pour le consommateur, lui laisser le choix. C'est hyper important que l'humain comprenne qu'au-delà de son plaisir presque organoleptique, personnel, égoïste sur certains moments, il y a aussi un plaisir à aller chercher par l'intellectuel en se disant est-ce que je participe à quelque chose qui me dépasse. Nous, c'est quelque chose qu'on ressent de manière très marquée chez les jeunes générations. Nous, nos clients, c'est 18-35 ans pour faire simple, les personnes actives urbaines qui ont des sensibilités à toutes ces problématiques. Et je pense que c'est super intéressant de voir que même des grands chefs, nous on a pu travailler avec Thierry Marx qui est associé dans Feed, qui comprennent pourquoi les gens vont vers ces solutions.
solutions. Donc en fait, il ne faut pas ostraciser, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas juste dire « ah, c'est de la poudre, c'est que c'est dégueulasse, c'est de la merde ». Non, il faut essayer de comprendre comment on en arrive là et pourquoi on en arrive là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui me suis réveillé un matin en disant « bon, il faut que les Français mangent ça ». Je me suis juste basé sur des chiffres. On a regardé des études d'Esteban et compagnie et les chiffres, ils sont frappants. Il y a un Français sur deux qui est en surpoids, 20% qui sont obèses, un tiers des Français qui sont en carence, il y a un tiers des Français qui ne mangent plus à table. Les gens, et les Français, je parle même pas là au point de vue mondial, je parle les Français qui sont pourtant considérés comme étant un peu les exemples en termes de nutrition, sont complètement à côté de la plaque et ça montre bien que les solutions doivent s'adapter. Et c'est pas pour autant qu'on va cracher sur nos habitudes, qu'on va tout remettre en question. Simplement, il faut regarder aussi de manière très objective la data qui nous est transmise. Et la data n'est pas super rassurante. Alors peut-être on va basculer sur la question de l'alimentation du futur. On voit qu'il y a paradoxalement jamais eu autant de succès, en même temps que se développent ces nouvelles technologies, des émissions de cuisine, des cours de cuisine. Alors peut-être Julien nous en dire un mot. J'imagine que ça vous fait plaisir parce que ça veut dire que votre profession finalement, beaucoup d'entre vous sont des stars de télévision et aussi vous incarnez, moi j'ai l'impression, ce rapport à la qualité nutritionnelle. Vous êtes pratiquement aujourd'hui des professeurs de nutrition. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une forme de responsabilité, même si vous vous adressez dans vos grands restaurants plutôt à l'exception, on ne va pas tous les jours chez Lucas Carton, mais en revanche, vous êtes l'incarnation aussi d'une certaine science du bien manger. Est-ce que c'est ça qui est Ça, c'est vrai, on a un rôle de formateur. Formateur, c'est un peu dur, mais peut-être transmetteur, c'est-à-dire que... De transmission. Transmission, voilà, c'est ça. On a un rôle de transmission. On transmet tout ce qui est bonne pratique. On transmet tout ce qui est... en tout cas, moi, je transmets tout ce qui est durable. Les relations aux bons produits. Voilà, les relations aux bons produits. Alors, je trouve que c'est vraiment... Du coup, c'est souvent ça, c'est les paradoxes qui s'opposent, parce qu'il y a ce côté très, très rapide des choses et aussi le côté très, très poussé, en fait, dans la cuisine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment ce rôle-là en disant, ben voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire aussi simple et très bon chez vous. Et voilà comment est-ce que vous faites, quoi. Donc ça, c'est vrai que... Et pas cher. Et pas cher. On a des techniques, on les montre, on explique aux gens, ils les voient, ils essayent de refaire. Et c'est ça qui est bien, c'est que cette éducation-là, ben, nous, on l'a reçue quand on a fait les écoles hôtelières. On essaye justement de la transmettre aux gens qui viennent prendre des cours de cuisine ou alors qui regardent les émissions à la télé. Et ça pour pas la nutrition, parce que la nutrition, on n'a jamais, je pense, été très, très fort, mais pour le fait de bien manger, ça, c'est primordial. Alors, comme le disait Anthony, il y a beaucoup de problèmes de santé liés à l'alimentation. Aujourd'hui, des applications comme Yuka, pour ne pas faire de publicité, mais d'autres sont à disposition du public pour essayer d'être mieux informé sur ce qu'on met dans son assiette, et notamment sur les produits transformés. Est-ce que c'est... Alors c'est aussi un peu controversé, parce que Yuka devient du coup une sorte de Deus ex machina et devient une sorte de perle à morale de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est le danger. Mais on voit aujourd'hui, quand on fait ses courses au supermarché, on voit des pères de famille en train de scanner pour vérifier si ce qu'ils vont manger vont être correct. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions Peut-être pour commencer par vous. Je pense que avant d'aller dans un supermarché avec sa machette Yuka, on sait très bien qu'il y a des producteurs et des magasins en circuit direct, en circuit court, en bio, qui font très bien le travail. Donc il y a peut-être un travail de conscientisation à faire en amont sur ce que ça implique que produire des biens alimentaires et de se renseigner et peut-être aussi avoir un acte de l'achat qui soit un peu plus conscientisé, voire même un peu plus politique. Donc Yuka aide sans doute, mais enfin c'est ni l'alpha ni l'oméga de cette chose-là. Parce qu'ils ont du coup un pouvoir énorme sur l'industrie agroalimentaire. Alors pour le bien ou pas de son avenir, on ne sait pas très bien, c'est pas clair. Mais l'industrie agroalimentaire est obligée de s'adapter à ces nouvelles tendances. Donc qu'en pensez-vous ? C'est durable ou c'est un effet de mode ?
Yuka, je suis plutôt moi assez sceptique. Je respecte le travail qu'ils ont fait parce que toute innovation est bonne à prendre et si elle peut permettre d'éveiller les consciences, c'est top. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus par un apprentissage long terme qu'on passera à une prise de conscience globale et pas pour une note vert, orange, rouge qui parfois ne tient pas compte de certaines complications parce que c'est basé sur 100 grammes. Donc en fait, pour moi, Yuka, c'est bien pour comparer une banane et une pomme pour savoir lequel des deux est le mieux. Mais bon, 100 grammes, tu vas pas manger 100 grammes de pizza et 100 grammes de cacahuètes, donc c'est jamais les mêmes équilibres. Il y a 3 critères de notation privés, c'est une société privée qui sont assez subjectifs, c'est la présence de sucre, la présence d'additifs et la présence de suppléments. Nous, par exemple, ils font aucune différence de si on est un repas ou un snacking, c'est-à-dire qu'ils comparent un repas à une pomme. Donc forcément, nous, on a plus de protéines, plus de sucre parce que c'est censé apporter 100% des besoins. Et ça reste un robot assez basique qui ne peut pas faire ce type de différence. Donc c'est un bon indicateur. Faut pas le prendre pour le dieu de la nutrition non plus. Et alors, peut-être pour revenir sur le fooding, les gens, on le voit, il y a de plus en plus de télétravail, par exemple. Donc, est-ce que ça a un impact sur le monde de la restauration, qui est une autre partie importante de l'économie de l'alimentation? Est-ce que ça peut conduire à... Est-ce que c'est ça qui fait qu'on va de plus en plus vers du service, du delivery et l'organisation finalement des restaurants, c'est 50% de son temps pour livrer à domicile autant que d'accueillir des clients. Pas tous, enfin. Alors effectivement, bien sûr que la restauration s'adapte au temps du travail, au temps au travail, ce qui encore une fois, je crois, est à géométrie variable. On peut, un jour, deux, où on est sous l'eau, manger très vite un sandwich ou un feed, et le soir même pour aller se vider un peu la tête à faire un restaurant avec des amis. Oui, je crois que manifestement, les temporalités sont pas les mêmes, quoi. Voilà. Je pense que dans la vie, le temps disponible est pas lissé, en fait. Et vous, chez Lucas Carto, alors vous n'en êtes pas à faire de la livraison, je pense que... Non, mais on prend son temps. Non, mais on y réfléchit pour l'intégrer dans l'économie du restaurant. Ça, c'est une certitude parce que d'utiliser la marque Lucas Carton. Parce que voilà, les récents événements ont fait que voilà, la restauration, on a bien vu dans les chiffres. Nous, heureusement, on n'a pas été comme ça au Lucas Carton, mais les gens sont restés chez eux. Donc du coup, il y a eu énormément de télétravail. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un système de livraison entreprise ou domicile qui est capable de faire quelque chose de très bon, comme je vous disais tout à l'heure, et d'avoir simple et pas cher. Simple et pas cher, c'est sûr que je pense qu'on y réfléchira à 2 fois. Parce que je trouve que ça a 2 avantages quand même, c'est que ça a l'avantage de faire de la publicité aussi pour le restaurant, parce que peut-être que les gens ils vont dire tiens, chef étoilé, Lucas Carton, je connais pas, je vais essayer, et finalement peut-être ça va leur donner l'envie le soir, ou pas le soir même, mais pour fêter quelque chose ou une occasion particulière, de venir au restaurant. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un double bonus, c'est-à-dire que 1, vous nourrissez les gens sainement, et de 2, ça donne envie de venir essayer le restaurant. Donc je trouve que c'est intéressant. Oui, une chose, moi, quand même, pour en revenir sur cette idée ou sur cette réflexion qu'on avait sur la cuisine du futur, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un mouvement assez contradictoire. Aujourd'hui, me semble-t-il, dans la cuisine, on est dans une espèce d'ère de la post-moléculaire, une espèce de retour à ce que Ducasse appelle la naturalité. Retrouver la bête entière, retrouver le légume entier, le transformer à minima, le toucher à peine. Et je crois qu'il y a quand même une espèce de mouvement paradoxal que Feed incarne de la surtransformation. Et ça, je crois qu'on tient quelque chose, je pense, d'un nœud un peu paradoxal de l'époque. C'est-à-dire, peut-être que Feed et d'autres, c'est la cuisine du futur, ou alors peut-être la cuisine futuriste. C'est-à-dire qu'en inventant cette nutrition-là, elle envisage quelque chose qui pourrait être, peut-être de manière semi-fantasmatique aussi, une nourriture du futur. C'est-à-dire que manger en poudre, manger liquide, manger lyophilisé, vous voyez, la représentation vient de loin, j'ai l'impression, quoi. Mais c'est venu quoi, de la conquête de l'espace, un peu, non? Cette idée, cette première science de la transformation chimique. Ce qui est drôle, organique. c'est qu'on parle souvent de nourriture de l'espace pour la poudre, alors qu'en réalité, les astronautes ont des vrais petits plats bien préparés pour justement avoir l'impression d'être proche de sa maison. De ne pas perdre le lien avec la Terre et la nature. Exactement. Ouais. Et c'est là qu'on réalise, Thierry Marx avait travaillé justement avec Thomas Pesquet et compagnie quand il était parti sur l'ISS, et il m'expliquait que c'était super important qu'ils aient des codes qui leur rappellent leur enfance, les cuisines de grand-mère, pour justement ne pas tomber dans la solitude. Et donc c'est là qu'on voit l'importance de la food. Et encore une fois,
vois, nous, on ne se place pas du tout en opposition avec tous ces codes. On est plutôt là pour apporter un aspect très fonctionnel. Et je pense que c'est le plus important, et je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il y a le côté vraiment plaisir, presque sociétal, social. Quand tu as le temps d'aller avec tes amis, tu passes 2 heures, 3 heures à table, tu racontes tes histoires, et c'est clé pour notamment les Français. Et puis tu as aussi la food qui est beaucoup plus fonctionnelle, où tu enlèves l'aspect plaisir, il faut l'assumer. Nous, on n'est pas là pour dire feed, vous allez prendre un plaisir incroyable comme quand vous allez manger dans un grand restaurant. C'est un aspect très fonctionnel pour vous libérer du temps, en sachant que au-delà du repas complet, il y a aussi un aspect branding qui est très important. C'est-à-dire qu'une startup, pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'il y ait un message au-delà du produit. C'est-à-dire qu'une startup qui ne vend qu'un produit ne peut pas fonctionner. Il faut qu'elle vende une histoire. Et nous, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de l'ambition, de la possibilité. Moi, j'ai une histoire personnelle assez particulière, mais qui est vachement retranscrite dans l'histoire de Feed. C'est que mon père, il était contrôleur de train, il était pauvre, ma mère était pauvre aussi, elle était vendeuse. Et à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé à la rue pour différentes raisons, parce que j'avais une famille un peu boiteuse. Et malgré tout ce qu'on m'avait imposé, il fallait que j'aille travailler chez McDo, il fallait que je laisse mon destin choisir pour moi. J'ai toujours eu pensé, en fait, à force de résilience, de détermination, que je pouvais faire quelque chose qui me plaisait. Et Feed, un peu, c'est la conséquence de cette détermination qui montre que, quelles que soient les cartes que tu as au début de ta vie, tu peux quand même t'en sortir, seul envers et contre tous. Et c'est ce message-là qu'on va porter. Et du coup, si vous voulez, les gens, quand ils mangent du Feed, ils ne prennent pas juste 100% de leurs protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ils prennent aussi un boost de motivation et ils renvoient un message au reste du monde en disant « En tant qu'humain, je suis dans l'atteinte de mes objectifs et je vais essayer de me dépasser pour aller chercher ce qui m'intéresse. » Et encore une fois, c'est pas seulement je veux de l'argent, je veux travailler plus. Ça peut être aussi je veux me réaliser, devenir un super musicien, ou je veux devenir un grand sportif, ou je veux devenir quelqu'un qui va sauver la planète, je veux devenir quelqu'un qui voyage. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une fondation qui s'appelle Feedback, où on reverse 1% de notre chiffre d'affaires pour aller aider les jeunes qui n'ont pas forcément eu de chance, comme moi, mais qui malgré tout continuent à rêver grand. Et c'est là-dessus qu'on veut aussi insister, parce que le sujet, c'est pas que de la nutrition, mais c'est aussi une manière de vivre. Tout à fait. Alors, oui, c'est vrai. Moi, je m'accomplis aussi en mangeant un poulet rôti. Enfin, tu sais, pas incompatible. Le développement personnel, il marche aussi avec un jus de viande, mais... non, voilà, c'est pour ça que je disais, effectivement, les astronautes ne mangent pas comme ça dans l'espace, donc ça tient du fantasme. Donc ça tient on voit ça de dans les films, l'imaginaire. ça tient de l'imaginaire sur l'alimentation. On va sortir un plateau, vous savez, comme ces plateaux repas qu'on avait dans les années 70, pour ceux qui ont connu, où on était devant la télé avec 3 purées et on retrouvait tous les goûts. Mais on a cité le cas de McDo, c'est-à-dire de tout ce qui est aujourd'hui, qui incarne, entre guillemets, alors peut-être à tort ou à raison, la malbouffe. La restauration rapide qui n'existe pas qu'avec McDo, mais fait des chiffres d'affaires, continue d'aller faire des chiffres d'affaires colossaux. Je crois que le chiffre d'affaires de McDonald's mondial est un record. Donc il y a des tendances et des évolutions qui se passent peut-être dans les pays développés qui peuvent être incarnées par cette dualité finalement dont on en a parlé, d'avoir la possibilité de manger très rapidement avec Feed et la possibilité de garder la tradition la plus, pour prendre le cas le plus extrême avec Lucas Carton. Et ça, c'est des choses qui nous sont autorisées. Mais si on regarde la masse, finalement, la grande masse de ce qui existe, c'est quand même la restauration rapide et le modèle McDo qui continue de rester dominant. Oui, parce que là aussi, il n'y a pas un paradoxe sur la façon dont le monde, par rapport à ces enjeux d'environnement et est-ce qu'on va continuer à manger de la viande, par exemple. McDo incarne quand même aussi ça. C'est aussi quelle viande et comment elle est produite. C'est pas la viande en soi. Eux-mêmes sont en train de changer. D'ailleurs, ils sont en train de quitter le modèle du burger vers des sandwichs ou d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement un phénomène mondial, cette tendance ? C'est un phénomène. Je pense que il y a tout ce qui est fast-food et tout ça sont en train de changer leur fusil d'épaule, bien évidemment. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, pour ce phénomène-là, je suis assez d'accord qu'il faut savoir d'où viennent les choses. C'est-à-dire qu'on a perdu ce lien avec l'humain, ce lien avec la terre qui nous unissait, vraiment. Ce que je dis souvent, c'est que il y a de ça des millénaires, on utilisait la terre pour se nourrir, mais on ne savait pas pourquoi. Et là, maintenant, je pense qu'il faut y revenir. Il faut comprendre pourquoi il faut l'utiliser et dans quel sens on veut l'amener. Il y a plein de choses, quoi. Donc, et je pense qu'aujourd'hui... Ça inspire votre cuisine, par exemple ? Vraiment. Vous pouvez donner 1 ou 2 exemples Mais c'est par exemple une personne qui va m'amener, qui va me fournir des homards sur l'île des Chausées. Je vais aller avec elle, donc il y a ce lien humain qui arrive là-dessus. Et ce homard, en mettant des casiers dans l'eau, il y avait une sèche qui était venue se poser un peu sur le casier, donc ça faisait des dentelles, et une toute petite sèche aussi sur le homard, donc ça faisait des dentelles, ça bougeait, c'était magnifique. Et voilà, et en
avec cette image-là, j'ai fait un plat. Voilà, c'est un bout de homard, de la sèche grillée. Et on est allé après sur l'île, il y avait du fenouil, de la prunelle et tout ça. Donc j'ai fait un plat avec du fenouil. Donc c'est devenu un plat dans le restaurant. Et voilà. Et ces images-là, je trouve que c'est à la fois... Ça, tout le monde peut le faire, c'est ça que vous voulez dire. Tout le monde peut avoir une émotion oui, mais liée après, à la nature. Voilà. Et à l'humain. Donc il faut juste essayer d'ouvrir les yeux. C'est vrai que nos écrans nous prennent énormément de temps, nous captivent. Et je pense qu'il faut vraiment se retourner vers l'humain et vers les autres. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma cuisine. C'est vraiment une cuisine tournée vers l'humain. Non, mais ce qui n'est pas contradictoire, effectivement, avec le fait fatalement, on utilise des écrans. Mais effectivement, ce que dit Julien, je crois, c'est il faut revenir à une forme de repersonnalisation aussi des moyens de production de ce qu'on mange. C'est-à-dire sortir d'un modèle industriel massifié. On ne peut pas manger du poulet tous les jours, c'est pas possible. Un poulet rôti qui coûte 5 €, c'est une aberration déontologique, écologique, c'est pas possible. En manger moins, en manger du meilleur, mieux produit. Et puis aussi savoir que tout ça, c'est produit par des personnes, qu'il y a des moyens mis en œuvre pour produire tout ça, et sortir de l'anonymat et de l'inconscience, en quelque sorte, du truc. Mais, ouais. Donc en fait, c'est pas seulement la révolution du bien manger, c'est la révolution du mieux manger. Je crois effectivement qu'il y a un mouvement qui sans doute est encore le fait d'une minorité, mais quand même le bio, je crois, est en train de croître, même dans le secteur industriel. Bon, Et l'une des questions clés, parce que c'est effectivement lié à des enjeux ensuite environnementaux, c'est la question du prix. Parce que le bio reste réputé cher. On voit bien qu'il y a la crise sociale, la crise du pouvoir d'achat demeure dans tous les pays, mais dans le nôtre en particulier très, 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 très vive. Donc comment est-ce qu'on peut aider les gens finalement à se rééduquer. Il y a pas mal d'écoles qui essayent de dire, voilà, vous allez pouvoir vous nourrir pour, je sais pas, 10 € par jour ou... pour une famille entière. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut retrouver? Est-ce qu'on peut retrouver cette éducation dans le monde moderne, alors que bon, les jeunes, on le sait, n'ont pas forcément eu une grand-mère qui leur a appris comme vous? Ce qui est clair, c'est que je crois que la question écologique doit aller de pair avec la question sociale. C'est une évidence. C'est-à-dire que si évolution écologique et donc de l'alimentation, il doit y avoir, il faut aussi qu'elle soit accompagnée par une évolution sociale. Par exemple, changer les moyens économiques de production. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, les AMAP, par exemple. Les AMAP, c'est des systèmes où tu payes en avance à prix fixe et à bon prix des légumes d'un producteur qui te revient moins cher que n'importe quel supermarché de quartier. Donc ça existe déjà. Il faut essayer sans doute d'augmenter le modèle ou de le dupliquer. Ou de le passer à l'échelle. De le passer à l'échelle. Les AMAP, c'est hyper important. Enfin, moi, en tout cas, je suis là-dedans. Donc, vraiment, c'est vraiment pas cher. Vous avez des paniers garnis, franchement. Toujours de saison. Voilà. Et puis, en plus, avec les nouvelles technologies sur tout ce qui est cuisine, four, tout ça, vous avez moyen de programmer les fours éventuellement. Ou alors, même, c'est des vieilles techniques de grand-mère. Il faut juste essayer de savoir comment elles faisaient, quoi. Je veux dire, des techniques où vous mettez un four à 200 degrés, vous mettez la courge dedans, vous l'éteignez, vous l'oubliez toute une journée, vous récupérez la courge, elle est confite. Et voilà, et c'est bon, vous avez, c'est pas trop cuit, il y a le jus de la courge encore, c'est simple. Mais tout ça, c'est vraiment des choses qui se sont perdues. Moi, je pense c'est 60 dernières années, quoi. Ce serait emparé aussi de gestes très simples, autres que ouvrir un emballage de pizza, le mettre au four. Il y a des choses pas beaucoup plus compliquées qui font des choses délicieuses. Mettre une courge au four, la laisser rôtir, l'ouvrir et la manger avec de l'huile d'olive, c'est simplissime et c'est nourrissant et c'est bon. Donc oui, je pense qu'il y a une affaire de conscience. Je pense aussi qu'il faut, culturellement sans doute, aller vers comment dire, il faut déboulonner de son piédestal la viande, hein. Sans citer Roland Barthes et les mythologies, sortir de l'idée que le steak et le sang, c'est par excellence l'alimentation. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, hein. Puis on n'a pas une mâchoire conçue pour ça, en fait. La mâchoire humaine n'est pas conçue pour manger de la viande. Elle est conçue pour manger beaucoup de végétaux, beaucoup de céréales, et du coup, c'est vrai que on est omnivore quand même. On dit bien qu'on en mange un peu. Mais... Oui, il faut qu'on en... moi j'en mange, hein, mais bien à la base, je suis d'accord avec vous. Mais moins que ce qu'on en mange aujourd'hui. Voilà. Ces derniers temps, oui. C'est en train de changer ça. Et alors, est-ce que la viande sans viande, vous l'avez testée? Non, je pense pas que je la testerai. Pas demain. Moi non plus, à vrai dire. Parce que c'est en train d'arriver. Le steak tartare en cellule souche. Et pourquoi vous pensez que c'est... Parce qu'il paraît que les qualités, alors on peut en reparler, mais les qualités entre guillemets protéiniques, nutritionnelles sont tout à fait là. Et ça commence à devenir, pour certains d'entre eux, comme ils appellent ça aux États-Unis, Impossible Burger. Donc ils font ça avec
pour certaines personnes qui compareraient avec la viande américaine, j'entends du burger américain, on fait pas vraiment la différence. Mais On parle avec la viande, si on prend avec un bon vieux charolais français, ça n'a rien à voir, évidemment. Non, on parle beaucoup de carbone avec les élevages bovins, hein. Mais en fait, le problème, c'est pas trop les élevages bovins en tant que tels, c'est la surexploitation, quoi. C'est vraiment. Donc, c'est vrai que c'est l'offre et la demande. Mais pour nourrir 5 milliards ou bientôt 10 milliards d'humains, est-ce que cette tendance à aller vers une innovation de cette nature, Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Encore une fois, je ne sais pas si ça passe par la viande, et a fortiori par la viande de laboratoire en tube à essai. Enfin, je pense qu'il faut... Il faut aller chercher les protéines plutôt dans les... Ça me semble être une évidence. Oui. Moi, je pense que tout le monde peut grandir dans cette époque, c'est-à-dire autant l'artisanat qui a fait de notre pays ce qu'on est devenu aujourd'hui. L'artisanat, pas forcément, je ne parle pas de la cuisine, je parle des pêcheurs, des agriculteurs, en changeant, eux, déjà, leur méthode de fabrication. C'est-à-dire que si vous prenez un potager en permaculture, le potager en permaculture, c'est quoi ? C'est un potager dans lequel vous faites cohabiter des légumes et vous gagnez beaucoup d'espace. Donc, et vous nourrissez la terre aussi par la même occasion. Donc, les nutriments des légumes sont bons. Les espaces sont réduits, donc on peut produire beaucoup plus. Après, il y a des aléas, bien évidemment, avec les insectes. Et en plus de ça, je veux dire, vous êtes capable donc, de nourrir plus de personnes et sainement. Donc la permaculture, c'est vraiment un truc sur lequel les agriculteurs, il faut qu'ils se penchent. Ça, c'est sûr. Il y a la fameuse abbaye du Bec et Loin qui fait aujourd'hui, qui conquiert le monde, si on peut dire. Mais pas très loin de Paris. À Saint-Denis, il y a un potager en permaculture qui s'appelle Zone Sensible, voilà, chez lequel moi je prends mes légumes. Et voilà, et je trouve que c'est une terre qui a été longuement, laissée à l'abandon. Avant, il y avait des salades, donc elle était très, très azotée. Et là, maintenant, voilà, ils font un travail formidable. Donc, je pense que ça, c'est... Je pense, moi, que ça, la permaculture, c'est l'agriculture. Il faut que ça devienne... du futur. Ouais, il faut que ça devienne. Moi, j'ai une question pour Anthony. Tu as goûté la viande sans viande, alors? La viande reconstituée? Oui, il n'a pas répondu. Comment l'appeler? Je l'ai vu réagir. Je vous laissais... C'était hyper intéressant d'avoir vos retours et je comprends votre position. Moi, je les ai à peu près toutes testées parce que c'est un sujet en tant qu'investisseur. Donc, il y a Impossible Food aux US. Impossible Burger, c'est Nestlé. Donc, c'est un grand groupe qui a copié Impossible Food pour faire aussi un burger sans viande. Faut bien, à mon avis, différencier le faux du gavage moléculaire, entre guillemets, parce que le faux, c'est-à-dire qu'on va reproduire de la viande avec comment on fait pour... Impossible Food, ils vont mélanger différents ingrédients pour mimer le goût de la viande, mais ils essaient pas de recréer de la viande. Alors qu'il y a des startups qui, elles, par exemple, il y a 2 startups en France qui sont assez connues, c'est 77 Foods qui a réussi à créer du bacon, mais sans viande, et Gourmet qui va faire du foie gras, mais sans gaver le canard. Et ça veut dire qu'au lieu de gaver le canard, ils vont gaver la cellule. Et ça, en fait, moi, ça me semble intéressant parce que c'est-à-dire qu'on va rester sur un produit qui, in fine, a le même goût et vient aussi de l'animal, mais sans le faire souffrir. Et je pense qu'en tant qu'humain, on a quand même une responsabilité. Et est-ce qu'un humain, pour passer un bon moment, il a le droit, à la fois moral ou juridique, d'aller faire du mal à un être vivant ? Et moi, je ne suis pas un défenseur écologique des animaux hyper engagé. Je pose juste la question. Je dis simplement que moi... Vous avez vu qu'on vient d'interdire enfin le broyage des poussins. Ouais. Ça me semble être un... En fait, c'est juste le rapport de force. Il faut toujours s'en méfier. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Oui, mais on s'en fout. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas ci. On est plus fort. C'est nous les humains. » La réalité, c'est qu'en fait... Si tu te comportes mal avec les gens plus faibles que toi, ça envoie un véritable signal sur la manière dont tu es. Et même avec l'humain, tu vois, quand tu vas un peu dans l'histoire, des humains qui se considéraient au-dessus d'autres humains se permettaient de faire des choses qui aujourd'hui nous paraissent invraisemblables. Et je suis persuadé que dans quelques années, on se dira mais c'était fou de pouvoir faire ça à des animaux légalement et que personne ne dise rien. Donc moi j'aime quand ça secoue et quand ça bouge un peu, même si forcément ça crée des tensions, des débats, c'est pas toujours la meilleure manière de mettre en exergue certains sujets, mais il faut secouer l'ordre établi. Et c'est en le secouant qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Et encore une fois, c'est pas une solution isolée qui va tout régler, mais c'est une accumulation de plein de bonnes volontés qui va faire qu'on arrivera à se nourrir sans impacter la planète et tout en apportant des solutions intéressantes. Alors on n'a pas parlé des insectes quand même. Il y a une start-up française qui fait beaucoup parler d'elle qui s'appelle Insect, qui essaye de nous éduquer à l'idée de manger un peu des bars là aussi. Enfin, ça s'est transformé bien sûr, mais parfois, on peut les avoir même en biscuits d'apéritif. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez essayé les uns les autres ? Insect, pour être précis, ils veulent pas que les humains mangent des insectes. Ils font
ils nourrissent les poissons de culture et les animaux avec des insectes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas l'humain. Ouais, enfin, ils ont qui quand même va le fait manger. des tests. C'est notre boîte là pour le coup qui s'appelle, bon, on donnera pas le nom, ça sert à rien, mais qui a essayé de faire manger des insectes aux humains, et là effectivement ça a été un échec, ça a pas très bien C'est fonctionné. difficile. Moi, j'ai mangé des sauterelles grillées en Thaïlande. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt en dehors du fait que ce soit grillé. Et il m'a semblé lire ou voir que l'objectif c'était de faire des poudres pour en faire des pains. Non, je crois que l'idée c'était de panifier ou d'en faire des poudres Des alimentaires. pâtes aussi, ouais. Des pâtes, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Alors, ça, pardon, juste une petite parenthèse sur la viande reconstituée. L'inventeur de ça, c'est quand même Alain Passard, qui, il y a 30 ans, a quand même inventé la merguez végétale, Ouais. avec entièrement fait de légumes et qui est un délice. C'était juste une boutade, mais voilà, bon. Non, mais ça c'est vrai. Après, voilà, c'est là où il y a vraiment les deux opposés, hein. C'est-à-dire que on parle de cellules pour le foie gras, alors que de l'autre côté, d'un autre côté, en Alsace, il y a quelqu'un qui a remis un peu c'est même pas le gavage, parce que il faut savoir que les oies et les canards, ce sont des animaux qui mangent naturellement. C'est-à-dire que quand vous avez beau mettre de la nourriture, ils mangeront à plus savoir qu'en faire. Et il y a quelqu'un qui a remis cette technique ancestrale de gavage, mais c'est pas du gavage du coup, mais de nourriture de l'oie. Donc l'oie est sauvage, elle fait ce qu'elle veut, et elle mange autant qu'elle veut. Et le foie, du coup, il devient gras. Donc, et après, bien évidemment, on tue l'oie, mais du coup, Oui, ça à la devient fin, moins. il faut bien. À la fin, voilà. C'est quand même plus difficile. Ça se termine toujours mal pour Ça l'animal. reste un foie, C'est hein. sûr. Oui, non, mais après, la question philosophique, je crois, un peu limite, c'est celle d'une mise à mort sans souffrance. C'est-à-dire Voilà. que penser Après, cette voilà, espèce c'est ça. d'état limite ultime de essayer de mettre à mort avec le moins de souffrance. Et c'est là qu'on Ouais, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, alors, au-delà du Yucca, sur les enjeux de traçabilité alimentaire, et qui ne sont pas seulement des enjeux de santé publique. On est en train d'en parler avec le coronavirus chinois, qui sont évidemment des sujets de traçabilité dans certaines zones paysannes de pays comme la Chine, mais où les traditions ne sont pas les mêmes que chez nous, Non. mais on voit que ça peut avoir un Les effet marchés mondial. là-bas sont Voilà. pas les mêmes que chez nous, hein. C'est sûr. Pas du tout la même chose. C'est sûr, mais du coup, étals sont pas les mêmes. on voit bien que ces enjeux de traçabilité vont au-delà aujourd'hui de la santé humaine, c'est également la santé de l'animal. C'est une tendance, effectivement. Là aussi, les jeunes générations, peut-être, vous disiez, il faut casser les codes et être un peu révolutionnaire. C'est un peu le sentiment qu'on a, c'est qu'elles sont beaucoup plus que leurs parents ou grands-parents sensibles à ces questions. Personnellement, je trouve ça super, ça montre que la jeunesse est engagée, et on est une génération, ou en tout cas les jeunes générations, parce que maintenant j'ai 30 ans, donc je suis plus vraiment dans la dernière. Je me sens vieux, c'est Peut-être bizarre. plus proche que nous. Hein. Mais en fait, on la critique beaucoup en disant que c'est des abrutis qui regardent la télé-réalité, et pour la plupart, c'est vrai. Mais il y a aussi des jeunes qui sont engagés, qui ont envie de changer les choses. Nous, on le voit dans la Fondation Feedback, il y a beaucoup de projets qui viennent non pas essayer d'être riches ou de gagner de l'argent, comme on a pu voir dans les années 80-2000, Les mais qui valeurs veulent sont avoir en train un de impact changer. sur la planète, qui veulent aider leurs prochains, qui veulent sauver les animaux. Et je trouve ça intéressant. Après, je suis pas là, moi, pour juger, trancher. Mais si en plus on peut démontrer que c'est sain pour l'humain parce que ça préserve son écosystème et que c'est mieux pour sa santé, je trouve ça hyper intéressant que tout le monde s'y mette. Et il y a de plus en plus de grands chefs qui Peut-être qui la sont dans cet traçabilité, c'est peut-être pas juste une traçabilité du pathologique, c'est-à-dire que c'est aussi sortir de cette notion-là. Il y a aussi une traçabilité déontologique. De savoir d'où vient une viande, pas simplement pour savoir si elle est malade, savoir d'où vient pour savoir comment elle a été produite, comment elle a été élevée, comment elle a été mise à mort. Aujourd'hui, en France, c'est interdit, mais en Suisse, par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui pratique l'abattage au pré, qui consiste à tuer sur place, suivant un cérémonial assez beau, assez sentimental, ses bœufs. Ouais, un jour, quand il faut en tuer un, parce qu'il faut bien le vendre, il prend sa carabine, il monte sur une sorte de promontoire, il écoute de la musique, et à un moment donné, il décide que ce sera l'une de ces bêtes qui sera tuée. Bon, voilà, je sais pas, il y a d'autres manières peut-être de considérer la mise à mort systématique et industrielle, ou en tout cas, ça pose des questions, je crois. Ouais, moi je connais Après, c'est un peu moins poétique que ça, mais disons qu'il y a quelqu'un qui, à côté de Metz, je me sers une fois par année chez lui de bœuf, et c'est vrai que voilà, il a ce bien-être animal qui fait que voilà, il s'en occupe, il les brosse 6 fois par jour avant de les emmener, parce que hélas les normes sanitaires en France font qu'on est obligé d'abattre dans un abattoir. Donc il va mettre une camionnette avec la paille qu'elle a dans son box. Il va mettre aussi il va ouvrir le box à d'autres vaches, voilà, avec qui elles sont. Elle va naturellement un peu aller dans le camion où il y a la paille et tout ça, et du coup avec de la musique et tout ça, donc il
il prend vraiment en compte ce bien-être. Enfin, il essaye de l'accompagner un maximum vers là où est-ce qu'il veut l'amener. Et après, après, il se passe ce qui se passe. Mais je veux dire, il y a quand même cette volonté de bien faire les choses. Et ça, je trouve que la façon dont il fait, je trouve que c'est très intéressant dans le bien-être animal. Si on regarde les tendances un peu futures, sur quoi travaillez-vous chez Feed? Vous avez des chercheurs qui sont en train d'inventer des nouveaux L'alimentation produits. par collyre. Comment est-ce que vous voyez, si vous vous projetez à 5, 10, 20 ans, 50 ans et alors, pas seulement, j'imagine, à l'échelle du marché français, mais à l'échelle d'une révolution alimentaire mondiale qui est aujourd'hui en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir distinguer deux types de moments de consommation, comme on le disait tout à l'heure. Les moments où on est pressé, il va falloir de la nourriture fonctionnelle, et les moments plaisir, qui sont encore une fois pas forcément opposés. Il va falloir trouver des solutions qui ont le moins d'impact possible sur l'écosystème, parce qu'on devient de plus en plus nombreux, et il est évident que l'humain doit prendre conscience qu'il va laisser un héritage qui ne sera pas forcément exceptionnel. Quand on sait qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande, dans l'état actuel des choses, très industrialisé, on réalise à quel point c'est impactant. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à fournir du plaisir. Je suis d'accord que c'est super important. Il ne faut pas tomber dans des clichés de films futuristes où tu te nourris avec une bouillie qui n'a aucun goût. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des chefs comme Thierry Marx qui vont nous challenger et qui ont osé mettre leur nom. En fait, c'était vraiment un pari assez osé, il faut le souligner, parce qu'un chef doublement étoilé, si je ne me trompe pas, au mandarin comme lui, avait aucun intérêt à venir chez Feed s'il n'y croyait pas, qu'il n'avait pas senti cette tendance de fond qui était en train de naître. Donc il faut réussir à marier les deux, la tradition, l'innovation, travailler les uns avec les autres pour toujours se challenger avec, à mon avis, moi ce que j'entends autour de cette table, c'est qu'on est très différents dans nos approches, mais qu'au final on se rejoint assez sur les valeurs, l'objectif final. Donc encore une fois, c'est la preuve que tout le monde doit être associé pour aller vers l'avant de manière Alors, est-ce que positive. vous travaillez avec des chercheurs sur des trucs nouveaux qu'on n'a pas encore vus, Ouais, qui vont on sortir? a des trucs sympas là, mais je veux pas. Vous pouvez pas le dire. Je vais me faire engueuler par la communication si j'en parle, mais on a des trucs super. Et en fait, l'idée, c'est de montrer que Non, mais sans nous donner tous les détails. En gros, c'est quoi les tendances sur lesquelles on peut les tendances, c'est compter? que ce qu'on appelle nous la smart food, donc c'est la nourriture un peu évoluée, la nourriture du futur, n'est pas forcément ultra rupturiste. Tu peux parfois prendre des ingrédients du quotidien, leur mettre un petit twist différent, que ce soit par la fabrication, par l'impact écologique, pour qu'ils deviennent plus abordables, plus smart et plus adaptés à nos usages quotidiens. Donc l'idée, c'est de rester collé à cette nutrition et de ne pas s'en démarquer complètement. Plus on avance chez Feed et plus on travaille sur le goût. Au début, faut dire qu'on a que 2 ans et demi, 3 ans d'ancienneté. On a levé déjà plus de 30 millions d'euros, on a recruté 100 personnes, donc ça a été très vite, mais on a été obligé de faire des choix d'exécution, de croissance, et là on est vraiment concentré sur l'organoleptique, le plaisir, le goût, c'est quelque chose qui est très important. Au début on a commencé avec des produits qui étaient volontairement aseptisé et un peu froid, de manière à créer un buzz. Il faut être honnête et dire qu'en France, on savait qu'on allait être très clivant, qu'on allait avoir les pour et les contre, mais c'est bien d'avoir une épée qui est tranchante parce que tu sais à qui t'adresser, et le fait que des gens en parlent, même en mal, nous ont permis d'avoir une notoriété incroyable. On est à 62% de gens dans les grandes villes qui connaissent Feed. Aucune marque ces dernières années n'a pu pénétrer aussi fort un marché, et on sait que ça vient d'un débat. Donc au début on a été clivant, et maintenant on essaie de réunir les deux mondes en disant oui, le goût c'est important, la praticité c'est une chose, mais il faut qu'il y ait du plaisir, et tous les prochains produits qu'on va sortir en mars vont aller dans ce sens. Vous voyez un petit peu en ubérisateur, parce que quand vous parlez à un Danone ou un Nestlé, eux, ils vous regardent quand même, non? On a eu beaucoup d'offres de rachat cet été. On n'a pas cédé parce qu'encore une fois, ce qui compte c'est l'aventure qu'il y a derrière. Vous pensez que vous serez plus gros que Danone ou Nestlé demain, peut-être? C'est une super question. Souvent, des groupes venaient me voir en disant dans tous les cas, vous allez accepter un chèque et on va vous racheter, donc perdez pas trop de temps. Faites attention que ce soit pas nous qui vous rachetions. C'est ça l'ubérisation, normalement. Ouais, mais là, c'est de l'ubérisation qui est saine. C'est le petit qui va plus vite que le gros et que le lent. Ouais, mais c'est sain parce que ces grands groupes, Danone, Coca, Unilever, Mondelez, pour qui moi j'ai pas de grief particulier, ils ont tous commencé avec un produit qui aujourd'hui est en forte décroissance. Certains, ça va être le lait, d'autres, ça va être la viande, d'autres, ça va être les sodas, les confiseries, les chocolats. Comme les Chinois, quoi. Et le souci, c'est que leurs produits phares de 50 premières années qui les ont fait exploser et atteindre des 20 milliards, 30 milliards, pour certains 100 milliards de chiffre d'affaires, sont en décroissance très forte. Et ils essaient de trouver des relais de croissance. Le souci, c'est que pour proposer un produit comme Feed, il faut être très transparent et collé aux consommateurs pour le comprendre, parce qu'en réalité c'est un produit pour le peuple. Feed, c'est un produit pour les gens qui prennent le métro, c'est un produit pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les jeunes, les étudiants qui sont pressés.
et Danone et tous ces grands groupes, ils n'ont pas ce lien parce que c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Pour la plupart, ils ont 50, 60 ans, ils gagnent des salaires incroyables et ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, ils ne sont pas là, vous ne les verrez pas prendre le métro. Et donc, ils ne savent pas de quoi les gens ont besoin. Et c'est pour ça qu'une start-up, quand elle raconte son histoire, elle est authentique et il y a un message qui est vrai. Tous les essais de copycat des grands groupes ont lamentablement échoué parce qu'en fait, ils ne racontent rien. Ils vendent un produit sans expliquer pourquoi. Je reviens sur ce que vous avez dit, sur la dimension très politique finalement du discours que vous tenez. Dans la science-fiction, il y a un film, qui est un livre aussi, qui s'appelle Soleil Vert, qu'on connaît bien, qui une idée qu'on va nourrir une population, enfin un peuple en surpopulation, des villes en surpopulation, par des nourritures aseptisées dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent. Bon, quand on connaît le film, on sait que c'est produit en fait par des humains qui sont recyclés à partir d'un certain âge, qui décident d'eux-mêmes, grâce à une nouvelle religion, de mourir et ils ne savent pas qu'ils deviennent la nourriture. Est-ce que ces évolutions-là, c'est pas finalement quelque chose quand même qui est dans la crainte que nous avons dans notre rapport finalement à de s'auto-dévorer en fait. Voilà, en exactement. instance. Est-ce qu'il n'y a pas un côté on va s'auto-dévorer? Alors moi je le vois pas comme ça parce que se nourrir de l'humain par l'humain c'est intéressant, mais moi je le vois d'un autre côté, c'est-à-dire que se nourrir de l'humain par l'humain qui produit, ouais, ça je veux bien. Moi, qui produit, voilà, ouais. c'est ça. Alors, moi je veux bien manger une jambe de Julien Rôti par exemple. Voilà. Si l'humain a été lui-même bien nourri, a priori, il est bon. Ouais. Mais c'est pour dire que le rapport, effectivement, c'est pour ça que je disais au début, il y a un danger de ce que vous décrivez, parce que l'idéal, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, celui que vous incarnez, vous, avec le rapport à la nature, à la terre et à la tradition, et puis le rapport, effectivement, au temps et peut-être à la qualité nutritionnelle et l'équilibre. C'est vrai que manger des sandwichs, c'est pas forcément meilleur que manger du feed, évidemment, ou du fast-food. Ça, c'est vrai. Donc, la question, c'est de trouver le bon mix. Non, ça, c'est sûr. Après, moi, ce que j'interroge, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas l'un des deux qui va gagner? C'est ça qui non, je pense pas qu'il y aura. En fait, on va gagner les deux ensemble. Personne ne gagnera seul. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas manger du feed tous les jours. Nous, on a des clients qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait pendant 6 mois, mais c'était plus je voulais vous poser, pour tester le truc. Et en fait, au-delà d'un problème nutritionnel, parce que l'équilibre est parfait, donc on a fait des prix. Il y a même des journalistes qui se sont amusés à le faire. Vous pouvez retrouver les articles sur un site internet. Des mecs qui ont mangé ça pendant 15 jours, 3 semaines. Et c'est pas un problème d'équilibre nutritionnel parce qu'ils font des prises de sang pendant toute l'expérience. Et en fait, ils ont moins de cholestérol, ils ont un meilleur équilibre au niveau des vitamines. Donc c'est pas mauvais pour la santé. Donc c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est plus un problème psychologique. Voilà. Parce qu'à un moment, tu as besoin d'être avec tes amis. Et nous, nos meilleurs consommateurs, c'est ceux qui mangent 1 ou 2 feeds par semaine. Et c'est ce qu'on essaie de défendre en fait. On leur dit pas manger du feed tous les jours parce que vous allez vous lasser. Et je suis sûr que même si on vient chez toi 5 fois dans la semaine, au bout d'un moment, t'en as marre parce que tu vas manger la même chose. Non, mais admettons, tu manges tout le temps le même plat. Tu vois, si tu manges tout le temps, tu prends ton plat préféré. C'est pas donné non plus à tout le monde, ça, de pouvoir aller 5 fois par semaine chez Lucas Carton. Tu manges matin, midi, soir. Ce que je veux dire, c'est que tu vas être lassé. Si t'adores les pâtes à la carbonara et que t'en manges matin, midi, soir 3 semaines, ça va te saouler. Fit, c'est pareil. Et donc, l'idée, c'est pas de. Moi, je suis pas là pour combattre la cuisine ou la cuisine n'est pas là pour me combattre. On est là tous les deux pour apporter des solutions qui sont différentes, mais qui au final sont là pour apporter une nutrition globale cohérente. Juste simplement, peut-être que manger tous les jours du feed pendant 6 mois, il y a un truc qui disparaît dans cette affaire, c'est la mastication quand même. C'est-à-dire le rapport à la texture et au fait d'utiliser l'organe par lequel on broie les aliments qu'on mange, qui est la mastication. Il ne faudrait pas que nos dents disparaissent. Ou que les muscles du visage. Il y a une étude. Ça pourrait transformer l'humain. C'est hyper intéressant ces sujets parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans nos questions et on a un FAQ très précis là-dessus sur le site. Il y a une seule étude qui a été faite dans ce sens-là, c'est aux États-Unis. Est-ce que tu peux perdre tes dents en mangeant liquide? Il faudrait 1 millier d'années pour que ta dent commence à se ramollir. C'est-à-dire que l'évolution humaine ne se fait pas sur une génération. Donc on parle souvent, oui, mais les vieux, quand ils arrêtent de manger, oui, non, mais les vieux, ils sont en fin de vie, ils sont en décroissance très forte corporelle. Mais si tu es à 30 ans et que tu manges liquide, même si tu le fais pendant 5 ans, tu n'auras strictement rien au niveau de tes dents. Encore une fois, c'est pas ce qu'on défend et c'est pas ce qu'on. Vous pourriez faire du feed bien solide. sûr. Du feed solide. C'est ce qu'on fait, on fait des bars. On fait des bars et ceux qui ont goûté nos bars ou des nouvelles gammes qui vont sortir au mois de mars peuvent considérer et peuvent juger que vraiment il y a une mastication justement qui est extrêmement intense parce qu'il est vrai que c'est plus facile d'apporter de la satiété avec des bars parce qu'en fait le fait de mâcher envoie un message à ton cerveau qu'avec du liquide où tu as quand même une fonction de remplissage et donc le liquide tu dois en boire un peu plus pour remplir alors qu'une barre, nous c'est des barres de 100 grammes, tu la manges et tu n'as pas faim pendant 6-7 heures parce qu'en fait le fait d'avoir mâché et c'est une barre qui est très dense donc il faut vraiment forcer sur la mâchoire,
t'envoies un message et ton cerveau, il sait pas lui s'il est en train de manger de la viande ou du feed, il fait pas la différence. Et comme il y a tous les nutriments qui vont bien, t'as pas faim. Donc c'est vrai que la mâche a une importance, la texture, et c'est pour ça que même dans nos boissons, on met toujours des morceaux, des graines, des trucs pour que tu aies quelque chose à croquer. En fait, tu bois pas feed comme un liquide, tu le mâches, même si c'est liquide, tu as des graines à croquer, des trucs à croquer, et après tu l'avales. Les graines, ça c'est une grande mode en ce moment, le retour des graines. Ouais. Pendant 2 semaines, au Lucas Carton, promis, vous mangerez pas la même chose. Non, mais après, on est. On va venir tous les jours alors. Ouais, non, mais le truc, c'est que c'est vrai. Après, il y a une méthode de restauration, mais généralement dans la cuisine où on paye un certain prix. Moi, en tout cas, on crée tous les jours, quoi. Je veux dire, il y a pas un jour où on change pas un truc. Et je pense. Faites-nous rêver le repas de ce midi là. Mais là, il faut que j'y aille parce qu'on change. On va vous libérer. Je change un plat, voilà, je change un plat encore. Je change 3 trucs aujourd'hui. Alors c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment encore un souvenir d'enfance. C'est même pas un enfance, c'est un souvenir de l'été dernier avec ma marraine, un déjeuner très convivial à la fin des vacances. Et il y avait des huîtres, on a fait le marché avec ma marraine qui a 80 ans. On a ramené des betteraves et j'ai fait un plat comme ça un peu rapide avec tout ce qu'il y avait dans le placard, du carré-gosse, du vinaigre et tout ça. Puis du coup, on a découlé ce plat-là et puis en le mangeant, on a passé un super moment et en plus de ça, je veux dire, on a pris du plaisir à le faire. Et du coup, cette huître, elle arrive au Lucas Carton ce midi. Et donc c'est une huître comme vous l'appelez? C'est une huître qui est pochée, je l'appelle l'huître marraine, mais entre guillemets. C'est-à-dire que pas marraine pour marraine d'Oléron, mais elle est pochée dans du jus de betterave, elle est glacée avec du jus de betterave, légèrement épicée, et à côté vous avez les barbes, parce que c'est une grosse taille, vous avez les barbes de l'huître avec des spaghettis de betterave légèrement marinés, une émulsion d'eau d'huître à la pomme de terre, et voilà. On va prendre une table pour 3 alors. On va peut-être prendre une table pour dès ce midi. Bien, merci. On va être en retard. Merci, oui, c'est peut-être un peu tard. Merci à tous les trois. Je crois qu'on a découvert de nouvelles réalités de la nourriture du futur, mais également le lien qu'il doit y avoir et qui restera, on en est tous persuadés, entre le passé et le futur, puisque sinon, ça serait bien dommage. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.